Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la révolte de la Praguerie, guerre menée contre le roi de France par les grands féodaux du royaume entre mi-février et mi-juillet 1440. Les princes rebelles sont le duc de Bourbon, de Bretagne, le dauphin Louis, les grands seigneurs d'Alençon et de Vendôme. Vous voulez en savoir plus sur la Praguerie? Venez avec moi. Troisième fils de Charles VI, Charles VII devient dauphin en 1417 après la mort de ses deux frères. En 1420, le roi Charles VI, affaibli par des crises de démence et sous l'influence de Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, il signe le traité de Troyes qui déshérite le dauphin et désigne le roi d'Angleterre, Henri V, comme héritier du trône de France. À la mort de son père en 1422, Charles VII se proclame roi de France et pour reconquérir son royaume, décide de combattre les Anglais qui contrôlent la Normandie, la Guyenne et l'île de France. La reconquête s'avère difficile dans les premières années du règne. À partir de 1427, les premiers succès militaires dans la vallée de la Loire freinent les Anglais dans leurs avancées. En 1429, ces derniers échouent à prendre Orléans défendu par Jeanne d'Arc. Les succès français rendent possible le sacre de Charles VII à Reims la même année et forcent Philippe le Bon, allié des Anglais, à négocier avec le roi de France. Ce rapprochement aboutit en 1435 à la signature du traité d'Arras, qui détourne définitivement le duc de Bourgogne de l'alliance anglaise. En échange de son ralliement, Philippe le Bon obtient des territoires en Picardie et se voit dispenser de l'hommage et de toute aide militaire ou financière envers son souverain Charles VII. Après ce traité, Charles VII reprend le contrôle de l'île de France. Son armée prend Paris en 1436 et le roi y fait son entrée solennelle l'année suivante. En 1445, sa réforme militaire institue une armée permanente et régulièrement payée. Cette reconquête du royaume s'accompagne d'une reprise en main politique. Si les intrigues de palais émaillent son règne, Charles VII parvient cependant à reprendre l'autorité royale et à remettre au pas une aristocratie peu encline à accepter le renforcement du pouvoir. C'est par référence aux guerres civiles de la Bohême hussite que les contemporains appellent Praguerie la dernière des grandes secousses internes du règne de Charles VII. Cette révolte seigneuriale qui éclate au moment même où le souverain affirme son autorité sur l'ensemble de son royaume est une des étapes les plus notables qui marquent la mutation de la France médiévale à une France moderne. Les grandes lignes de l'événement sont rapportées par tous les chroniqueurs du temps, mais il se trouve que la Praguerie a eu son principal foyer en Poitou, et c'est en Poitou qu'elle a été arrêtée nette, presque dès le départ. Considérer la Praguerie à partir du Poitou peut ainsi apporter un éclairage particulier à ce moment important du règne de Charles VII. Pourquoi la Praguerie a-t-elle pu y trouver une de ses bases principales? Comment a-t-elle pu y être mise si rapidement en échec? Quelles ont été les conséquences de cet échec en Poitou et à travers le Poitou dans l'ensemble du royaume de France? La Praguerie a trouvé en Poitou sa base principale en raison principalement de la position qui avait quelques-uns des principaux artisans du mouvement. Un mouvement parmi bien d'autres en cette première moitié troublée du XVe siècle, où les révolutions de palais furent si nombreuses, à la différence cette fois pourtant que les chefs réussiront à s'abriter derrière la personne du dauphin. Les signes précurseurs de la Praguerie sont constatés en 1437, lorsque Jean II d'Alençon, Charles Ier de Bourbon et Jean IV d'Armagnac, des princes pourtant très fidèles jusque-là, montent un complot contre deux conseillers du roi, Charles du Maine et le connétable Arthur de Richemont. Ils ne sont pas satisfaits de la réconciliation franco-bourguignonne, qu'ils jugent contraire à leurs intérêts. Il n'y aura pas de suite à ce complot, car il sera découvert avant même d'avoir pu être mis en place. Le 2 novembre 1439, aux États généraux réunis depuis octobre à Orléans, le roi Charles VII ordonne une réforme de l'armée, à la suite de la plainte des États généraux par rapport aux écorcheurs et à leurs actions. Il met en place un système d'armée permanente qui engagerait ces écorcheurs à plein temps contre les Anglais. Pour ce faire, il instaure un système de taille perpétuelle. Cependant, le prince, et tout particulièrement le prince de Bourbon, se mettent en travers de l'ordonnance du roi. En effet, ceux-ci ont souvent recours aux compagnies d'écorcheurs et ne sont pas d'avis que le roi soit le seul à la base du recrutement de l'armée. Jean de Dunois et la Trémoille se rallient tous deux à l'opposition pour des raisons personnelles.
Le duc Charles de Bourbon, le duc Jean d'Alençon, le comte de Dunois, le grand chambellan et ancien favori Georges de la Trémoille en sont les principaux instigateurs. Les domaines de Charles de Bourbon constitueront, après le Poitou, le second des deux foyers principaux de la praguerie. Le duc Jean II d'Alençon est un des principaux personnages les plus en vue du royaume de France. Père de France, parrain du dauphin Louis, il a assisté Jeanne d'Arc lors de sa campagne sur la Loire. Il a armé le roi à Reims. Ses domaines principaux, comté du Perche, vicomte de Beaumont, sont la zone encore contrôlée par les Anglais, mais il possède depuis 1423 la deuxième ville du Poitou, Niort, que le roi lui a cédée en remboursement des prêts et en paiement d'une partie de sa pension, que le trésor royal ne pouvait plus lui payer en numéraire. S'il a été 3 ans prisonnier des Anglais, il ne semble pas pour autant leur porter des sentiments hostiles, si l'on en juge par ses compromissions ultérieures avec eux qui lui vaudront 2 procès pour trahison et 2 condamnations à mort. Or, les Anglais ne sont pas loin au sud du Poitou, et les chefs de la praguerie essaieront de les faire entrer dans leur jeu politique. Par sa mère, Marie de Bretagne, encore vivante à cette date, Jean d'Alençon est le neveu du duc de Bretagne, et de ce côté breton, Gilles de Rais, maréchal de France, se trouve lié d'amitié avec celui qui est sans doute l'âme même de ce mouvement de révolte, Georges de la Trémoille, favori en titre de 1427 à 1433. Son second mariage lui a apporté la forteresse de Gancey, qui commande une des routes du seuil du Poitou vers l'Angoumois. Au printemps 1439, Charles VII et son fils, le futur Louis XI, sont au puits, où l'Assemblée de la province leur octroie 100 000 livres et leur demande de les débarrasser des écorcheurs. Charles VII, prétendant avoir des affaires urgentes à régler au nord, confie cette tâche à son fils qu'il nomme lieutenant général en Languedoc. Si le roi ne lui accorde ni argent ni soldats, il lui permet néanmoins de choisir lui-même ses conseillers. C'est ainsi que Jean de Pardiac, son gouverneur, préside le conseil. Usant de diplomatie, le dauphin Louis obtient des états généraux et des nobles l'argent nécessaire pour négocier le départ des écorcheurs. À l'annonce de ses succès, dès juillet 1439, le roi le rappelle à la cour, où aucune tâche ne lui est confiée. En décembre de la même année, il est nommé en Poitou, cette fois sans vrai pouvoir de décision. En février 1440, après une entrevue avec Jean II d'Alençon, il rejoint la praguerie, révolte de grands seigneurs mécontents, comprenant Jean II d'Alençon, Jean Ier de Bourbon, Jean de Dunois, le maréchal de Lafayette ou encore Georges de la Trémoille. Les frondeurs voient vite leurs exigences comblées, à l'exception du dauphin, qui doit offrir sa soumission à Cusette, mais obtient néanmoins le gouvernement partiel du Dauphiné et d'autres garanties. C'est en février 1440, lorsque le dauphin Louis voit qu'une éventuelle régence est possible et que son avènement pourrait arriver plus tôt que prévu, que le soulèvement se produit. Le Poitou sera le lieu principal de la révolte. Les buts principaux des opposants seront de mettre le roi sous tutelle, chasser Richemont et placer le dauphin au pouvoir. La réaction du roi est immédiate et il poursuit ses opposants. Ceux-ci essayent de se réfugier en Bourbonnais et en Auvergne. La noblesse locale clame qu'elle a déjà un roi et les villes de Basse-Auvergne, que l'on nommera désormais les 13 bonnes villes d'Auvergne, ne soutiennent pas leur duc pendant la révolte. Celle-ci se termine en juillet par la signature du traité de Cusette. Le roi a réagi avec beaucoup de sévérité envers la noblesse. En effet, beaucoup de gendarmes furent décapités ou noyés pour avoir suivi les princes. Même le bâtard de Bourbon fut cousu dans un sac et ensuite noyé. Malgré sa sévérité, le roi a su faire preuve d'une certaine clémence. Il accorde des pensions aux princes en colère et ne tient par rigueur à son fils Louis de son infidélité. Cependant, sa clémence ne suffit pas à apaiser les esprits princiers, car dès 1441, Bourbon et Alençon, avec Charles d'Orléans ainsi que le duc de Bourgogne, recommencent à comploter. À compter des années 1440-1445, il est reproché au souverain de mener continuellement une vie sensuelle et dissipée. Une nouvelle tentative de praguerie se présente en 1442. Cette fois-ci, le roi est immédiatement mis au courant et s'invite à la réunion des révoltés, afin d'étouffer leur tentative. Il propose aux princes de répondre à leurs demandes de façon modérée. Les princes, vexés, acceptent et ne bougeront plus. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 2 février 1440, Frédéric III de Habsbourg est élu roi des Romains à Francfort. Il sera couronné empereur du Saint-Empire romain germanique à Rome en 1452. La fin de son règne se situe en 1493.
À partir de l'élection de Frédéric III, l'empereur sera désormais toujours élu parmi la famille des Habsbourg. Le 16 mai, c'est le mariage de Charles le Téméraire et de Catherine de France. Le 29 juin, c'est la victoire de Côme de Médicis sur Milan à la bataille d'Aghiari. Le 13 août 1440, c'est le début de règne de l'empereur aztèque Moctezuma Ier. Le règne prend fin en 1469. L'empereur s'engage dans des guerres de conquête pour l'agrandissement de l'empire aztèque. Comme on l'a vu, la révolte de la Praguerie vient des princes de France, qui sont contre les réformes militaires du roi Charles VII. Le dauphin futur Louis XI fait partie des révoltés. Cette révolte est une grande importance dans l'histoire du règne de Charles VII, car elle survient juste au moment où celui-ci établit son autorité. Elle marque un passage très clair entre la France médiévale et la France moderne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.